Bonjour à toutes et tous. Qui suis-je? Aujourd'hui, je suis facilitatrice en intelligence collective. Voilà, ça fait 5 ans que je consacre chaque jour de ma vie à ça. J'anime évidemment avec des outils d'intelligence collective, Forum ouvert, World Café, Sociocratie, Holacratie. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Quand on fait de l'intelligence collective, on touche à l'énergie. On touche à l'énergie d'un groupe, on touche à la dynamique d'un groupe. Et qui dit énergie dit quelque chose qui est très organique. C'est organique, a des lois. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et moi, c'est ça qui me passionne. Et sur ce chemin, j'ai eu l'occasion, et je fais toujours d'ailleurs, de la recherche avec Gauthier Chapelle, qui est biologiste et biomiméticien. Et on fait des parallèles entre ce que le vivant biologique a mis en place pour être durable et ce que nous pouvons reproduire en intelligence collective dans l'organique énergétique pour que ça fonctionne. Voilà, ça c'est ce qui me passionne aujourd'hui, c'est ce qui occupe mon temps. Et je dirais que derrière, pour moi, c'est comment devient-on coopératif? C'est pas que nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas consciemment compétents en coopération. On a du mal à le reproduire chaque jour. Il y a des moments comme ça où des choses se passent, mais comment est-ce qu'on le reproduit de fois en fois? Comment est-ce qu'on en comprend la mécanique? Alors, en préparant cet atelier, on s'est dit, Guillaume et moi, qu'il fallait qu'on réfléchisse à la raison pour laquelle on était là aujourd'hui sur ce thème de la mutation. Avant d'arriver ce matin, j'en avais une intuition, mais je sais maintenant. Parce que j'ai appris qu'en fait, Mars n'est pas encore habitable. Voilà, j'ai la raison pour laquelle je m'intéresse à la mutation, parce que donc on n'a pas le choix, il va bien falloir rester là. Il va bien falloir rester là, et il va bien falloir se demander comment on vit mieux ensemble. J'ai entendu Olivier Dubigeon ce matin qui parlait effectivement que l'intelligence c'était le principe de vie à mettre au service de la force de vie. Je pense qu'il s'agit bien de ça, c'est de revenir dans cette conscience que nous sommes bien vivants parmi les vivants sur une seule terre. Et que donc, il y a fatalement des transformations à mener entre nous et en nous, parce que c'est pas facile. On est plutôt dans une logique de protectionnisme, d'égotisme, de défense, de concurrence. Enfin voilà, on est plutôt dans cette culture-là. La transformation de ça n'est pas évidente, et moi, cette mutation-là, elle me passionne d'y collaborer, de la regarder, de la comprendre et de voir comment, ensemble, on peut avancer, reculer aussi de temps en temps, mais avancer, voilà, sur ce plan-là. Bon, donc ce que je comprends, c'est que tu vas devoir te coltiner ma présentation aussi, puisque tu es sur cette terre. Donc moi, Guillaume Verlin, donc moi je dirige un groupe humain, on va dire, de 200 personnes au niveau international, en Europe et au Moyen-Orient, dans un groupe américain, un grand groupe américain un peu protéiforme qui fait 4,5 milliards de chiffre d'affaires, qui est ultra profitable, qui est coté en bourse, qui est le modèle, on va dire, ultime du capitalisme d'aujourd'hui, qui est un groupe, pour l'anecdote, parce que je pense que c'est intéressant, c'est un groupe qui était au bord de la faillite il y a encore quelques années et qui s'est redressé de manière spectaculaire. Néanmoins, ça reste un groupe qui n'est qu'axé que sur une chose, je vais dire, c'est-à-dire sur la maximisation du profit. Et donc, pourquoi je suis là? Ça, c'est une bonne question pour plusieurs raisons. D'abord par amitié pour Christine. Bon, elle ne m'entend pas, mais je crois qu'il est important de dire quand même que Christine est quelqu'un de formidable. Je suis ravi de participer à cet événement. Elle m'a aussi donné l'énergie de contribuer modestement à ce livre. Ça m'a démontré aussi que j'avais des capacités insoupçonnées, c'était de pouvoir écrire et essayer d'écrire quelque chose d'assez cohérent et de mettre aussi mes tripes sur du papier, ce qui était quand même un exercice extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que je me questionne au quotidien sur ma gouvernance, sur le monde de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut être humaine? Et si oui, comment le rendre possible au quotidien? Voilà. Alors le format qu'on va vous proposer est un peu particulier. Quand Christine a demandé qu'on fasse des choses et que j'anime un atelier ou que chacun donne une conférence, moi je me suis dit je vais m'ennuyer. Et alors Guillaume m'a dit tu veux pas qu'on anime ensemble? Quelle bonne idée, comme ça je ne m'ennuierai pas.
Et la partie suivante, c'est aussi qu'on s'est dit qu'à deux, c'était peut-être aussi un peu ennuyeux. Donc on va commencer à deux, et puis très vite, on va faire circuler le micro pour qu'on en fasse un moment de réflexion sur cette gouvernance alternative, parce que bien sûr c'est la gouvernance des organisations, mais c'est notre gouvernance à nous, comment on vit mieux ensemble. Voilà. Alors, il y avait deux options aussi. Moi, en tant que consultante, j'accompagne évidemment des entreprises, des organisations, des municipalités, des écoles, des projets transversaux. Mais une consultante, voilà, vous savez, ça rêve un peu, hein. Ça mène des missions, puis après ça s'en va. C'est assez facile, quelque part. Et donc, j'avais à côté de moi quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui, quand le consultant s'en va, lui reste. Et j'avais plutôt envie de commencer à lui poser des questions à lui pour regarder comment ça résonne, son expérience à lui et puis mon expérience à moi, dans ses limites, dans ses possibles. Donc c'est le format qu'on va adopter, on va dialoguer un peu devant vous et puis à un certain moment on va passer le micro dans la salle pour vraiment fonctionner en intelligence collective et faire participer toutes nos consciences, voir comment nous pouvons cheminer au niveau de la conscience vers cette gouvernance. Peut-être juste un tout petit mot que je voulais encore dire par rapport à ça. L'OCDE a sorti un superbe graphique où il montre que nous grandirons en durabilité, bien sûr, avec des actes techniques, d'économie, de production, etc. Mais nous grandirons surtout en durabilité lorsque nous pourrons développer des actes et des façons de fonctionner non techniques, c'est-à-dire de changer nos gouvernances, de changer nos manières de décider ensemble, de regarder les choses ensemble, de vivre ensemble. Et donc, c'est cet aspect-là, moi, qui me passionne. Alors, Guillaume, toi, tu as une expérience dans ta société. Au fur et à mesure du temps, tu disais hier, dans notre dernière préparation, que c'est avec le recul que tu te rends compte que tu as mis des choses en place qui sont différentes de ce qui existe dans d'autres entreprises. Tu peux expliquer en quoi? Oui, enfin, tout simplement parce que dans le sujet d'aujourd'hui, c'est gouvernance classique et gouvernance alternative. Et en fait, au début, j'ai mis des différentes choses en place, donc que je pourrais évoquer un peu plus tard, mais que j'ai fait, je vais dire, avec mes convictions, mes valeurs, en fait, avec ma vision de l'entreprise, sans prendre conscience que je faisais autrement que d'autres entreprises. Bon, et c'est vrai que j'ai aussi travaillé dans le monde associatif pour justement autour de comment rendre l'entreprise plus humaine et comment améliorer les pratiques dans l'entreprise. Et du coup, j'ai pu échanger avec de nombreuses entreprises et je me suis rendu compte que oui, en effet, apparemment, ce que je faisais, ça ressemblait à quelque chose d'un peu alternatif, de différent. Bon, voilà, donc c'est en ça que... Oui. Tu peux terminer ta phrase. Et pourquoi plus humaine, en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as voulu faire de plus humain, finalement, du moment que les produits sortent, ou les services? C'est pas le principal? Si, ça paraît dire une entreprise humaine, ça paraît tellement, pour moi, ça paraît tellement être une évidence que je comprends pas que certaines entreprises puissent parler de dire je vais essayer de rendre l'entreprise plus humaine. Ça me paraît être une évidence. Pourquoi j'ai cheminé, c'est parce que je crois que d'abord avec mes yeux de petit garçon, quand je regardais mon père qui dirigeait une entreprise, je me disais tiens, ça doit être chouette de diriger une entreprise. Et finalement, moi, avec ma propre expérience, j'ai souffert de la manière dont les entreprises étaient gérées, dont les équipes étaient gérées, et j'ai voulu faire autrement. Je crois que c'est parti de là, c'est parti d'une confrontation entre mes valeurs, les valeurs de mon éducation et la confrontation avec la réalité. Est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets de choses qui te semblent avoir fait différemment? Oui, alors il y a un exemple qui me paraît être essentiel, on ne peut pas revenir sur tous, mais notamment avec ce qui a été dit ce matin, il y a eu un travail qu'on a fait dans l'entreprise autour des valeurs. Je crois que sur les aspects culturels de l'entreprise. Il me semble que c'est essentiel quand on veut diriger un groupe humain de s'accorder sur les valeurs, de travailler sur les valeurs, pour ensuite être capable de faire avancer ce groupe ensemble. Et donc probablement une des premières briques que j'ai apportées dans mon entreprise, c'est d'essayer de faire émerger des valeurs collectives à travers un séminaire. Je pense que là j'ai intuitivement mis en place des outils d'intelligence collective, puisque c'est un atelier que j'ai mené moi-même.
Et pour l'anecdote, au moment où j'ai commencé à m'exprimer moi sur mes valeurs, puisque c'était le sujet, tout d'un coup j'ai été pris d'une émotion telle, puisque c'est quelque chose, les valeurs, je pense que c'est quelque chose de très intime, que tout d'un coup, une telle émotion que j'ai été en fait totalement paralysé. Je ne sais pas si vous imaginez l'équipe de 30 personnes qui travaillent avec moi, qui me voient tétanisé, donc saisi, qu'il y a eu une sorte de silence comme ça pendant 1 minute. Il a fallu que je me reprenne. Et je pense que ça, c'était un acte fondateur de cette création d'équipe. Et après ça, puisqu'en fait, je crois que c'est vraiment le moment où j'ai mis mon cœur et mes tripes sur la table, en toute spontanéité et transparence, que là, tout d'un coup, il y a une forme de cristallisation de l'équipe. Et aujourd'hui, je peux dire que cette équipe-là, je peux l'amener. Bon, après, ça ne s'arrête pas là, évidemment, mais je peux amener cette équipe là où je souhaite l'emmener. Évidemment, c'est pas jeu tout seul, mais c'est nous. Mais ça a été vraiment un acte fondateur. Donc, si je comprends bien, c'est un moment où tu as montré à l'équipe que tu étais un être humain complet, quoi, avec des émotions, et pas seulement avec une raison. Et puis, je peux imaginer aussi, quand je t'entends, que du coup, ça a dû mettre les humains qui étaient là en face de toi en confiance, parce que ça leur donnait une autorisation, eux aussi, d'être complets et de ne pas devoir garder une partie à l'extérieur. Ça me fait penser aux expériences que je mène, moi, en intelligence collective, où effectivement, ce que l'on va tenter de faire, c'est toujours de créer une membrane autour du groupe. Une membrane de sécurité qui est en général créée par le cercle, le tour de parole, la parole au centre, et qui est du coup un espace où chaque humain va pouvoir lâcher sa propre carapace, son propre système de défense, pour se rendre compte que finalement l'autre à côté n'est pas si dangereux que ça, que si on est en équité dans le groupe, que si on partage effectivement ce processus commun, eh bien on peut vraiment se mettre à co-créer ensemble, et qu'on est bien sûr là au niveau de la sécurité sur l'affectif. Moi je constate effectivement aujourd'hui que l'intelligence collective, elle se met en œuvre, mais aussi elle grandit, elle fait maturer les humains quand elle est bien mise en place, parce qu'elle permet de décoller les contenus de l'émotionnel. Et qu'on sache qu'il y a un endroit là où on peut aller travailler ensemble, où on peut s'objecter, où on peut s'exprimer, où mon avis, c'est dans ma propre responsabilité, la responsabilité du jeu. Je le mets au cœur du nous, je l'offre au nous. Après, il appartient au nous, il ne m'appartient plus. Et que pour moi, effectivement, cette intelligence collective, ce qu'il me semble, c'est que c'est un potentiel qui existe dans tous les groupes humains, mais qui ne va vraiment monter en sauce, je vais le dire comme ça, que quand le processus permet à chaque humain de prendre conscience qu'il a une double responsabilité. Une responsabilité du jeu et une responsabilité du nous. En fait, on a cette responsabilité, seulement on n'en a pas pris soin dans nos cultures individualistes. Mais on le sent, hein, quand vous êtes en réunion, tout à coup il y a quelqu'un qui se lève, qui s'en va et qui dit rien, ça vous fait mal quelque part, c'est pas à vous-même, c'est à la membrane du nous. Mais on n'a pas intégré ça dans nos cultures, et donc on ne peut pas le nommer, donc on ne peut pas non plus reproduire quelque chose qui permet d'en prendre soin. Oui, je suis d'accord. Je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'en termes de retour d'expérience, cette étape était importante. Après, il faut s'assurer dans le temps que ce ne sont pas simplement des paroles, que ça se vérifie dans des comportements, et que du coup, le dirigeant, mais aussi l'ensemble des parties prenantes qui étaient là, doivent montrer l'exemple. Et donc, il y a un élément qui me semble, moi, important aujourd'hui, c'est que tout ça prend du temps, et on est dans un monde aujourd'hui qui n'a pas le temps. On est dans le monde de l'instantané, de la rapidité d'exécution, on est dans le nez dans le guidon, et en fait, c'est assez antinomique. Et moi, je pense qu'avant toute chose, pour mener une entreprise soutenable, et un projet d'équipe soutenable, il faut d'abord créer ses fondations, mettre ses fondations, et ça prend nécessairement du temps. Tu as raison, mais je trouve qu'on est vraiment un peu dans une conception tordue du temps. Parce que quand on regarde une réunion, et à mon avis, il y a peut-être que toi et moi qui en ont vécu comme ça, personne ici, une réunion de 10 personnes, et qui commence à 10, après un quart d'heure, 20 minutes, il n'y en a plus que 4 qui parlent, hein, ceux qui ont la parole la plus facile, les experts, puis les autres se taisent, vérifient leurs emails, répondent à leurs textos. Et puis finalement, tous ceux qui ne parlent pas, en fait, ils ont souvent des choses à dire. Et où est-ce qu'ils vont l'exprimer généralement, si vous vivez sur la même planète que moi?
Oui, à la pause café, dans le couloir. Ils vont refaire la réunion. Quelle déperdition de créativité et de diversité, c'est impressionnant. Et puis on a quand même été très très intelligents, on a quand même fait avancer les choses, on a créé la démocratie, et donc quand on doit prendre une décision ensemble, le vote c'est quand même la meilleure chose qu'on ait inventée, c'est vrai, mais que souvent quand même on oublie que la démocratie c'est la majorité contre la minorité, et donc la minorité elle va l'avoir là, hein. Elle va pas être contente, puis dans ceux qui ont voté, ceux qui étaient absolument persuadés, d'autres qui étaient un peu plus tièdes. Et puis on va sortir de la salle de réunion en ayant pris une décision. La majorité pense qu'elle a été prise à l'unanimité, ce qui n'est pas vrai. Ceux qui ont dit non vont résister, consciemment, inconsciemment, ne vont pas appliquer. Ceux qui étaient tièdes vont surtout écouter ceux qui résistaient et vont passer dans un camp ou dans l'autre. Et 2 mois après, quand on se retrouve, on dit bon, quel est le bilan? Ah ben ça n'a pas été fait, ça fonctionne pas. Ah bon? Mais on avait pourtant décidé que... Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, nos habitudes d'humains, nos illusions, parce qu'on essaye de gagner du temps ici et maintenant, mais en fait, pour en perdre une quantité industrielle derrière, et pour accompagner parfois des groupes en gestion du temps, je leur ai parfois fait faire des listes. Listez le temps que vous faites à faire une tâche ou à mener vos responsabilités bien pour la première fois, et listez le temps que vous passez à refaire les choses parce que vous n'avez pas pris le temps de bien les faire, et en communauté. Et c'est impressionnant. Alors si je peux me permettre un témoignage, un rebond par rapport à ce que tu dis, j'ai mené des choses intuitivement, bon, et probablement maladroitement. En revanche, j'ai découvert des outils que tu manies sûrement très bien, des outils d'intelligence collective. Et c'est vrai que là, on parle véritablement de mutation. Par rapport à l'éducation que j'ai eue, je parle de l'éducation en termes en grande école, dans les entreprises, on m'avait jamais formé à ça. Et c'est redoutablement efficace. Ensuite, il faut avoir, je pense, le courage de mettre en place ces outils-là. Parce que c'est, comme tu parles, on va parler de sociocratie, par exemple, c'est exactement ce que tu dis. On est dans un groupe de 10, mais finalement, au bout d'un moment, il y en a 2 qui vont s'exprimer. Probablement pas avec les meilleures idées. Et on va finir avec une équipe qui va sortir de la salle totalement démotivée, sans savoir exactement ce qu'elle doit faire, etc. Et donc moi, j'ai mis en place récemment ces outils-là, et je vous avouerai que il faut avoir, il faut avoir un certain cran pour pouvoir à un moment donné se lancer. Parce que tout d'un coup, on vous regarde un peu bizarrement, on n'a jamais fait comme ça. Et ce ne sont que des outils, mais des outils efficaces qui mettent en avant des valeurs essentielles, des valeurs de respect, le respect de l'autre, de la parole de l'autre. Et si vous mettez bien en place, si les fondations sont là et vous mettez en place ces outils-là, c'est redoutablement efficace pour une entreprise. Oui, absolument. Je vois qu'il y a Christine qui me fait des signes cabalistiques. Donc je lance la question sur cette... la question qu'on avait envie de lancer dans la salle et de voir comment elle rebondit, c'est cette gouvernance alternative, gouverner autrement, se gouverner autrement, déjà soi-même, et puis gouverner, emmener des équipes, emmener des projets autrement, ce serait quoi? Voilà, on avait envie de réfléchir à ça avec vous, et donc voilà, bienvenue à quelqu'un qui a envie soit de témoigner, soit de poser une question pour qu'on puisse rebondir, quelqu'un d'autre qui puisse rebondir. Allez-y, bienvenue. J'avais juste envie de commencer par une question. C'est quoi ces super outils d'intelligence collective? Bon, il y en a pas. Voilà. Alors, il y a plusieurs, il y en a plein. En fait, il y en a plein. Parmi ceux qui sont les plus connus, il y a le Forum ouvert, le World Café, la sociocratie, l'holacratie. Il y en a plein qui naissent. Et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Il y a le Pro Action Café, enfin, il y a moyen de se former à tous ces outils, de les expérimenter, soit à travers des projets comme les villes en transition, l'agenda 21 dans les municipalités ou ailleurs. Je pense que dans les années qui viennent, ils vont se multiplier ces outils-là, qui permettent effectivement de créer, et ça c'est comme dans le vivant. En fait, dans le vivant il a quand même 4 milliards d'années d'avance sur nous, hein, le vivant, le végétal, le bactérien, etc. Et ce que Gauthier partage, c'est que ce que l'on observe, c'est que le vivant, pour être vivant, d'abord son intention c'est de rester vivant et de se reproduire. Et pour rester vivant, ce qu'il favorise, c'est la coopération et la diversité. Parce que ça constitue le facteur le plus haut d'innovation. C'est de pouvoir se transformer. C'est grâce à ça et à cette intelligence collective de tous vivants
qu'on a pu passer de monocellulaires aux organismes extrêmement complexes que nous sommes et que sont d'autres. Et donc on a là une source d'inspiration extrêmement intéressante. Mais comme le disait, je ne sais plus qui ce matin, je pense que c'est Olivier Dubigeon, disait on vit dans une culture où on s'est séparé de la nature, on s'est séparé du vivant. On a dit la nature est là dans l'aquarium et nous on est en dehors. Mais du coup aussi on s'est coupé des lois. Et c'est vraiment recomprendre comment ça marche et créer des outils qui permettent de se réinscrire dans ces lois du vivant qui vont nous permettre de rester sur la Terre et de ne pas devoir émigrer sur Mars. J'ai un petit dessin pour Guillaume. J'en profite, Hélène, pour rebondir sur votre question. On en est au stade embryonnaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent. Mais si tout le monde apprend les mêmes, c'est déjà pas mal, ça va nous faire bouger, mais on ne va pas être très innovant. Donc c'est vraiment la base. C'est-à-dire que c'est comme l'alphabet. Donc c'est un nouvel alphabet, mais nous sommes invités aussi, à partir de ces outils-là, d'en créer des nouveaux et de les faire sur mesure et de les faire pour les entreprises, pour les institutions, etc. Sur mesure. Voilà. Donc il y a l'alphabet qui sont les nouveaux outils, et puis après d'en créer d'autres. D'autres réactions. Voilà. J'ai une réaction notamment par rapport à l'holacratie, enfin la mise en place de ces nouveaux outils, etc. La mise en mouvement se fait extrêmement bien parce qu'effectivement l'intelligence collective en marche fait que le vivant ça fonctionne toujours. Moi ma question actuellement est d'essayer de voir qu'est-ce qui va enclencher un leader au sein d'une organisation à oser, avoir le courage parce que c'est très déstabilisant, etc., etc. Et donc, est-ce que certains d'entre vous dans la salle ont des clés, des partages d'expériences? Alors, j'ai entendu tout à l'heure pourquoi j'ai cheminé, parce que j'ai souffert. Est-ce qu'il y a d'autres effets moins dramatiques? Et voilà. Oui, bonjour, Michel Ventura. Je suis consultant et j'utilise un outil qui s'appelle le co-développement professionnel, donc outil d'intelligence collective dans lequel une communauté de pairs va se mettre au service d'un des leurs qui arrive avec une problématique. Et j'ai constaté que simplement d'avoir expérimenté une séance de co-développement professionnel, d'avoir pu y participer, ça donne à un leader tout d'un coup une ouverture sur « Ah mais finalement c'est beaucoup plus facile que je ne le pensais, je vois les effets que ça produit ». Et quand on a été client d'une séance, on repart avec tellement de richesse qu'on se dit il faut que j'en fasse profiter les autres. Moi je crois beaucoup à l'expérimentation. Je pense qu'on ne peut pas arriver à convaincre les gens uniquement avec du discours. Il faut trouver les outils les plus simples pour leur permettre d'avoir vécu ça une fois, avoir essayé. Oui, je pense que la deuxième formulation est plus juste. Et de mon expérience, c'est toujours la conscience au moins d'une personne qui en emmène une deuxième, qui en emmène une troisième, qui en emmène une quatrième, et ça ne fonctionne. Dans le vivant, c'est la même chose. On est vraiment en relocalisation. Raphaël le rappelait tout à l'heure. Le vivant ne va jamais chercher à des kilomètres ce dont il a besoin. Il va faire des cercles à partir de son environnement. Il va chercher ces ressources-là. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est par spirale en fait que ça peut se faire. L'intelligence collective s'accorde très mal au fait de convaincre, au fait d'imposer. Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche pas non plus avec de l'opportunisme. Ça fonctionne pas. Il y a autre chose. On est aussi dans des valeurs de conscience, des consciences plus ouvertes et des cœurs plus ouverts. Tout le monde connaît l'histoire du centième singe ici ? Non. Donc c'est une histoire des singes qui vivaient sur une île, qui étaient nourris par avion. On leur lançait des pommes de terre pour les nourrir parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc les pommes de terre tombaient sur le sable. Et puis à un moment, ils les mangeaient comme ça. Et à un moment, des femelles se sont mises à prendre les pommes de terre et à les laver dans l'eau avant de les manger. Ces femelles on a observé que ces femelles ont été suivies par des jeunes singes.
et puis par des singes plus âgés. Mais quand le 100e singe, ou à peu près, quand le 100e singe de cette communauté s'est mis à laver ses pommes de terre avant de les manger, tous les singes de cette espèce de par le monde se sont mis à laver leurs pommes de terre. Donc, et ça, on le reconnaît partout, c'est l'histoire des pyramides aussi, où on s'est beaucoup interrogé sur toutes les pyramides qui ont été construites à peu près au même moment, à des moments où les peuples ne se parlaient pas. Donc il y a évidemment ce qui peut circuler, certains appellent ça des formes pensées. Bref, il y a ce phénomène de seuil. Alors c'est très, moi je dirais dans mon expérience que c'est très très subtil, à la fois puissant et fragile, qu'on ne sait jamais à quel moment le système va dire stop, c'est trop, ou c'est bon, on passe un seuil. Parfois il faut attendre un moment. En guise d'exemple, en Belgique, là j'accompagne dans l'enseignement d'un côté l'équipe des conseillers pédagogiques, de l'autre ceux qui s'occupent de la formation continue pour les profs. Ces gens sont dans les mêmes bureaux, ils ne se parlaient pas depuis des années. Puis ils ont découvert les outils d'intelligence collective. J'ai formé le premier groupe, j'ai formé le second groupe. Ils ont dit ce serait quand même bien qu'on se parle avec les autres. Oui, ce serait bien, oui, que vous vous parliez. Ils ont commencé à utiliser les outils. 18 mois après, ils me demandent de faire 3 jours d'intelligence collective avec les deux en même temps. Quand c'est le temps? Si je peux juste rajouter quelque chose de mon expérience, c'est que moi, c'est une problématique que je me suis posée, parce que j'ai commencé à travailler, à avoir la responsabilité de la France, et ensuite ça s'est propagé. Et donc une des questions que je me posais, c'est comment tout ça peut infuser. Et en fait, si l'intention est là, et vous avez vos relais, etc., petit à petit, il faut laisser le temps faire son œuvre, et je pense qu'il y a des signes aussi, il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas mais qui se passent, et on est parfois étonné justement de quelques mois après de retour, et on se dit tiens, ça vient pas de nulle part, donc si l'intention est bonne et si vous avez les bons relais, si la confiance est là, etc., le temps doit faire son œuvre. Céline Simon, donc je suis ravie de vous rencontrer. Je suis aussi intéressée par l'intelligence collective, donc du coup ça me questionne. Peut-être quelque chose autour du nom de Simon, à voir. Donc j'avais à la fois une expérience à partager avec vous d'intelligence collective et en même temps une question à Guillaume. Je vais commencer par une expérience très courte. J'ai eu l'occasion en fait d'expérimenter l'intelligence collective de différentes manières. Je crois qu'il y a différentes portes d'entrée. Là, jusqu'ici, nous avons parlé du volet humain, c'est-à-dire comment faire travailler effectivement des gens ensemble, et il y a des outils pour ça. Il y a également une expérience que j'ai pu vivre et rencontrer, qui a été une entrée via les nouvelles technologies. Puisque c'est vrai, notamment autour de projets, que les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux d'intranet en entreprise, permettent de développer aussi la co-construction et la co-réponse par rapport à des questions que peuvent se poser les individus concrètement pour travailler au quotidien. Et ça a été une expérience intéressante de voir que le virtuel a pu finalement rejoindre le réel, voire même parfois le dépasser, et créer aussi de l'intelligence collective à distance. Donc ça a été une porte d'entrée. Puis il y a une troisième porte d'entrée possible, me semble-t-il, c'est par les processus. Et là, on rejoint une difficulté qui est que faire travailler des gens ensemble, je dirais que ça marche dans les entreprises. Lorsqu'il faut revoir les processus, je ne sais pas, d'entretien annuel par exemple, ou de mode de contrôle, de choix, de contrôle de gestion, etc. Là, on touche vraiment à du dur. Et je pense que l'impulsion du dirigeant va être clé. Donc du coup, jusqu'où êtes-vous descendu? Ou est-ce que vous avez pu descendre dans les processus concrètement de gouvernance d'entreprise au niveau de l'intelligence collective, et surtout, comment avez-vous fait? Je suis un peu coincé sur cette question. Non, je crois pas que j'ai pas influencé les processus. Je sais pas si vous avez un exemple concret, parce que moi, du coup, je pense à l'entretien individuel. Je pense avoir influencé les modes d'échange et de travail en équipe. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un processus. Pour moi, oui. C'est-à-dire que on change véritablement notre manière de travailler ensemble. Alors, c'est pas écrit. C'est vrai que j'ai rien écrit sur le sujet, mais j'ai mis un exemple. Un exemple tout simple. J'ai mis en place dans mon équipe ce que j'appelle le double tour de parole. C'est-à-dire que sur plusieurs idées, et encore une fois, je me méfie des outils. C'est-à-dire, je mets un exemple, c'est un outil. Mais je ne l'utilise pas tout le temps parce que c'est des outils qu'il faut utiliser à bon escient dans certaines circonstances, etc. Et
c'est quelque chose qui paraît tellement naturel d'ailleurs, mais bon, peu importe, on revient sur les basiques, mais l'idée c'est d'être ensemble, d'exposer une problématique, d'y réfléchir, de donner à chacun le temps d'y réfléchir, et chacun s'exprime, d'accord? Donc il y a une forme d'écho qui se fait. Pourquoi 2 tours? Parce qu'il y a un phénomène d'écho qui se passe, et donc ça enrichit la discussion, et à la fin on fait une synthèse, et bon, etc. Ça c'est un outil classique d'intelligence collective, et pour moi ça fait partie maintenant de nos processus. Maintenant, je n'ai pas écrit grand-chose là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on pratique et qu'on pratique de plus en plus, et j'ai l'espoir que ça se pratique sans que je le vois, c'est-à-dire dans d'autres équipes et que les choses se propagent. Peut-être et je trouve ça très intéressant sur cette évaluation, parce que je constate, il me semble que quand on adopte des processus d'intelligence collective en organisation, le grand mouvement qui est différent, c'est que tous nos processus, et entre autres évaluations, sont basés sur le contrôle des personnes. Quand vous faites de l'intelligence collective en organisation, vous changez de posture, vous passez du contrôle à contenir. Ce n'est pas du tout ni le même leadership, ni les mêmes processus. Alors il y a des choses qui existent, la sociocratie propose un outil d'évaluation qui est formidable, qui n'est pas une personne qui est évaluée 1 fois par an par son manager et qui remet lui un feedback, etc. C'est la personne elle-même qui, à la date d'anniversaire de son entrée dans l'organisation, décrit, voilà, elle a eu ses objectifs, ce qu'elle a réussi là où il lui semble qu'elle doit encore évoluer, et elle réunit autour d'elle, chose qu'on ne fait jamais, un N, à même niveau, un N plus 1 et un N moins 1. Parce que là, vous pouvez être formidable pour votre N plus 1, vous pouvez avoir des collaborateurs qui peuvent se dire que vous êtes le pire manager. Et donc, elle réunit les personnes autour d'elle, elle partage son évaluation, et il y a une bonification de cette évaluation par tout le monde, par le N moins 1, le N plus 1, et un contrat entre les 4 pour aider chacun à évoluer sur son chemin. Et pour moi, là, on passe vraiment de quelque chose qui est le contrôle sur la personne au contenir un processus d'évolution. Voilà, mais on est au b.a.-ba, et je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir, avec les années, oser s'inventer, s'implémenter. Voilà, ça va demander du temps, ça demande de changer vraiment d'optique, de changer son leadership, d'oser lâcher le contrôle et le prédire pour être dans... Oh, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est en marche. Voilà.